Et donc Pierre-Yves Janin, il est né à Neuchâtel en 1965. Il est passionné de spéléologie, ce qui l'a conduit à étudier la géologie, puis l'hydrogéologie, se spécialisant dans l'hydrologie des régions calcaires, sujet de sa thèse de doctorat. Il enseigne à l'université de Neuchâtel et est l'auteur de plus de 250 publications, allant d'articles locaux sur le patrimoine spéléologique régional jusqu'à des publications dans de nombreuses revues scientifiques internationales. Il a créé l'ISCA, Institut suisse de spéléologie et de karstologie, en 2000, qui salarie désormais 13 personnes et qui est devenu un acteur reconnu dans toute la Suisse et même au-delà pour ses expertises et ses études de grande qualité. Il en est le directeur, monsieur Pierre-Yves Janin. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour. Je vais vous parler là un peu plus de ce qui se passe sous terre. Déjà fini. Ah, elle a tout ça. Les batteries sont en plein. C'est un micro alternatif. Ils sont tout à plat, les batteries. Voilà. Donc nous partons sous terre et en fait on va terminer, focaliser un petit peu cet exposé sur le lac de Chaleron, ou lac des Brenets, parce que je suis suisse. Et en fait, ce lac, il a deux types, il est influencé par deux types de pertes. Vous allez beaucoup mieux comprendre dans un petit moment. Il y a des pertes en amont, comme vous le savez, qui vont vers la Loue, on va en parler un peu. Et puis il y a des pertes dans le fond du lac qui font que le lac se vide pendant les étiages. Mais il faut distinguer les deux, et c'est un petit peu l'objectif de mon exposé que de vous expliquer ces différences. Alors, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Voilà. En préambule, je vais vous faire un petit rappel, pour ceux qui ont déjà vu ce genre de choses, mais une petite exploration du sous-sol, pour que vous compreniez bien ce que mon collègue Vincent vous a expliqué tout à l'heure, pour savoir mieux comment l'eau s'infiltre dans ce sous-sol jurassien. Donc, on a vu que le Doubs pouvait s'assécher, l'eau part dans des pertes, et les régions calcaires, qu'on appelle aussi karstiques, en fait, ont la caractéristique d'être perméables, d'avoir des roches perméables, ce qui fait que l'eau de pluie, généralement, va s'infiltrer dans le sous-sol. Et vous avez ici une carte du réseau hydrographique de la Suisse qui déborde, évidemment, aussi sur la France. Et vous voyez très bien que la région jurassienne présente une densité de drainage, donc de ruisseaux, de rivières, qui est beaucoup plus faible que les autres régions qui ne sont pas karstiques. Et ça traduit le fait que l'eau s'infiltre dans le sous-sol. Alors, pour mieux comprendre, le mieux c'est d'aller voir. Et je vais vous schématiser ici en quelques images le cheminement de cette eau sous terre. Donc quand il pleut sur un massif calcaire ou karstique, eh bien l'eau va atteindre la surface du sol. Parfois sur le Haut-Jura, vous aurez des zones de lapia ou lapier. Vous voyez ces zones rocheuses avec ces cannelures, ces fissures. Donc là, l'eau va pouvoir s'infiltrer directement dans ces fissures. Mais à d'autres endroits, le sol sera couvert de végétation. Et comme ça a été dit, cette végétation va généralement déjà se servir en eau avant de la laisser s'infiltrer plus bas dans le sous-sol. Si la quantité d'eau est suffisante, eh bien l'eau va descendre dans des fissures, puis rejoindre des puits. Les puits, c'est des conduits verticaux qui vont faire typiquement entre 1,5 mètre et 5 ou 6 mètres de diamètre.
et puis qui vont traverser les roches verticalement jusqu'à atteindre éventuellement une rivière souterraine. Donc vous en connaissez probablement quelques-unes parce qu'ici dans le Jura il y en a plusieurs. Et puis à partir d'une certaine profondeur, ces rivières peuvent devenir un peu dangereuses parce qu'en période de crue, eh bien, elles se remplissent d'eau. Certains d'entre vous auront peut-être encore en mémoire l'emprisonnement de spéléologues qui avait eu lieu en 2001 à Boulogne. C'était typiquement dans ce genre de zone. Et puis, plus profond, l'eau va continuer son chemin dans des galeries qui sont remplies d'eau, qu'on appelle des siphons. Et donc, si on veut les explorer, il va falloir plonger. Et puis, cette eau, elle ressort aux sources qui alimentent les rivières principales de la région. Donc, le Doubs, en fait, il est essentiellement alimenté par ce type de source. Je pense que ça a été assez clairement dit par Vincent précédemment. Le Doubs, dans son bassin, est alimenté par des eaux souterraines. Et c'est pour ça qu'il a un comportement un petit peu particulier. Ça a aussi été mentionné, je vais passer très vite, donc les bassins qui alimentent les rivières en région karstique ne sont pas forcément, ont leurs limites, qui ne sont pas forcément sur les crêtes topographiques, mais qui sont beaucoup plus délimités par la géologie. Et dans le détail, eh bien, parfois on a de l'eau qui peut cheminer d'un côté d'un massif vers l'autre, parce que le cheminement souterrain le permet. Ici, vous avez une carte du tracé du Doubs, et puis dessus, vous voyez un certain nombre, alors attendez, voilà, vous voyez un certain nombre d'altitudes. Donc le Doubs prend sa source ici, il se trouve vers 1000 mètres d'altitude, il descend vers 900 mètres, ici il est vers 800 mètres, et puis en fait, vous avez la Loue qui se trouve là, à 530 mètres d'altitude. Et on comprend donc assez bien qu'on a en fait une rivière qui est ici perchée à 800 mètres, pas très loin de la Loue qui est beaucoup plus basse. Donc l'eau, en fait, cherche son chemin beaucoup plus court pour rejoindre la Méditerranée en passant par la Loue. Et puis la question suivante, c'est pourquoi en fait le Doubs ne se perd pas en direction du Dessoubre. Donc vous avez ici le Doubs qui est à 700 mètres d'altitude et le Dessoubre vers 500 mètres. Il y aurait largement de quoi faire soutirer aussi le Doubs dans cette région-là, mais à ce jour, il n'y a pas d'étude qui a pu mettre en évidence ces pertes-là, même si on peut postuler qu'il est assez probable qu'il en existe. Je suis désolé, il est vraiment intermittent. Voilà, alors je vais vous donner quelques éléments de cette hydrogéologie karstique régionale. Donc il y a eu des études depuis assez longtemps dans la région. Ça a été dit, hein, il y a des mesures aux stations météorologiques de Besançon, ou bien surtout depuis environ 130 ans. Les premiers géologues et naturalistes, déjà au milieu du 19e siècle, ont commencé à vraiment vouloir comprendre le sous-sol. Et je vais peut-être déjà faire comme ça voilà, et juste, je profite de faire un tout petit peu de publicité, puisqu'il y a un ouvrage qui est sorti sur l'histoire de la connaissance géologique du Jura franco-suisse, auquel j'ai participé, et puis qui résume assez bien toutes les études qui concernent la géologie, mais aussi l'hydrogéologie dans la chaîne du Jura. Parmi ces études, on citera quand même le professeur Fournier, qui était en fait un spéléologue, qui est devenu professeur à l'université de Besançon, et qui a été le premier à commencer à faire une étude systématique en fait, de l'hydrologie du Jura, de regarder toutes les sources, d'essayer de trouver toutes les grottes, de les explorer, de les inventorier, et il a vraiment pu esquisser, c'était le premier à pouvoir vraiment esquisser les circulations souterraines de la région de Franche-Comté. Et puis il y a un événement que je ne pouvais pas ne pas mentionner, parce qu'il se trouve dans tous les livres d'hydrogéologie à travers la planète.
parce que ça a été un des premiers essais de traçage, qui est une technique très utilisée en hydrogéologie. Et puis c'était l'incendie de l'usine Pernod en 1901, où 470 mètres cubes d'absinthe et 180 mètres cubes d'alcool se sont déversés en bordure du Doubs, pas directement dans le lit du Doubs, mais en bordure du Doubs, un peu à côté de Pontarlier, à l'entrée de Pontarlier. Et puis, quelques jours après, eh bien, on pouvait boire de l'absinthe à la Loue. Et donc, c'était une preuve évidente de cette liaison qui, par ailleurs, était probablement déjà largement supposée précédemment. Voilà la liaison, hein, que vous voyez ici. Alors, je ne sais pas si j'arrive à avoir un curseur comme ça. Vous le voyez. Donc l'incendie a eu lieu ici, et puis on voit bien que le traceur a passé sous le plateau de Pontarlier, traversé cet anticlinal et est arrivé jusque dans la région, enfin jusqu'à la source de la Loue. Il y a eu d'autres études qui ont été faites par la suite pour mieux cerner ce bassin qui alimente la Loue, et en particulier mieux caractériser les pertes qu'il y a en aval de Pontarlier. Et il y a eu en fait deux phases d'études. Il y a eu un premier essai de traçage, alors cette fois plus à l'absinthe, mais avec des colorants, dans la région d'Arçon et de Maison-du-Bois, donc où le traceur a été injecté dans ces espèces de cylindres en béton qui ont été installés pour essayer de diminuer les pertes dans le lit de la rivière. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ça. Et puis, les résultats ont été les suivants. Donc, les traceurs ont été retrouvés à la source de la Loue après un certain nombre de jours, 19 jours. Et dans les deux cas, les deux sont arrivés jusqu'à la Loue. Donc si on résume, on voit bien que ces deux zones ici, Maison-du-Bois et Arçon, sont encore venues ici vers la source de la Loue. Précédemment, on était un peu plus au sud par là. Et donc, à partir de là, la question était de se dire, qu'est-ce qui se passe plus en aval le long du Doubs? Est-ce que ça va toujours à la Loue? Donc il y a eu une deuxième série de traçages qui ont été faits à Montbenoît et Ville-du-Pont. Donc, vous voyez les couleurs, ça vaut l'absinthe. Et puis, là, les résultats ont été les suivants. Donc, un traceur est sorti après 401 heures ici, mais en fait, le long du Doubs. Et puis un autre, plus tard, est sorti environ après 700 heures, aussi le long du Doubs. Donc en fait, ce qu'on voit, je vais vous résumer ça tout soudain, donc on a pu mettre en évidence l'existence en fait d'un système souterrain qui fait que le Doubs se perd et emprunte des couloirs, des galeries souterraines qui longent le Doubs en direction de Morteau et vers ici. Donc, il y a un moment donné où, vous voyez ici, depuis Ville-du-Pont, où en fait ça ne part plus vers la Loue, mais ça part ici en direction de la région d'Entre-Roches. Donc si on résume un peu la situation, on voit qu'on a les zones de Montbenoît, enfin avant Montbenoît, qui vont encore vers la Loue, donc toute la région Pontarlier jusqu'à Montbenoît va encore vers la Loue, et puis plus en aval, plus à l'est, eh bien ça va en direction de Morteau. Et c'est résumé ici dans ce schéma, c'est-à-dire que vous avez ici une zone de partage où à l'ouest ça va vers la Loue et à l'est ça revient vers le Doubs. Donc si on veut, c'est le Doubs souterrain quelque part. Et puis à terme, ce Doubs souterrain en base d'eau, il va récupérer de plus en plus d'eau. Et voilà, dans un certain nombre de
siècles ou de milliers d'années. Il est probable que la vallée à cet endroit-là n'ait de l'eau plus que rarement, voire plus du tout. On est une vallée sèche. Donc on est dans un processus d'évolution assez naturel parce que les conduits souterrains deviennent de plus en plus grands parce qu'ils se dissolvent et puis la partie superficielle disparaît sous terre. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Je vais encore vous dire quelques mots d'études qui sont en cours. Donc j'ai juste mentionné précédemment une étude vraiment assez intéressante qui vient de sortir, qui a été mandatée par l'EPAGE auprès d'un bureau qui s'appelle Artelia, où il y a une évaluation du changement climatique et de ses effets sur les ressources en eau à l'échelle du Haut-Doubs, Donc là, on a toute une analyse. Alors j'ai vraiment résumé ça à un minimum de choses. Donc il y a toute une analyse des différents bassins donc ici, on est à Villers-le-Lac, et puis le Doubs à ce bassin-là. Donc il y a aussi une partie qui concerne la Loue. Donc ils ont subdivisé ça en sous-bassins, puis pour chacun de ces sous-bassins, ils ont essayé de faire des bilans, d'étudier les débits moyens, les fluctuations, etc. Et puis de regarder quelles étaient aussi les pertes, les passages entre ces bassins, quelles sont aussi les influences anthropiques en termes de bilan d'eau, donc à savoir si on a des prélèvements pour l'eau potable, oui, combien, etc. Et ils ont aussi fait une étude des pertes, précisément des pertes qu'il y a en aval de Pontarlier, au fil du temps, et ils ont constaté que le débit de ces pertes semblait avoir varié au cours du temps, c'est-à-dire qu'il y a eu une période où le débit était plus élevé. Donc si vous voulez, le Doubs se perdait totalement jusqu'à un débit de l'ordre de 5 mètres cubes secondes. Et puis à d'autres moments, le Doubs se perdait totalement jusqu'à un débit seulement de 1,5 ou 2 mètres cubes secondes. Donc ils ont fait cette analyse et je pense que c'est assez intéressant quand on veut considérer ça plus dans le détail d'avoir ces chiffres. Ils ont aussi regardé, alors ici on est dans des pronostics, donc ils ont aussi utilisé des scénarios climatiques avec des modèles hydrologiques pour essayer d'estimer quelle serait l'influence du changement climatique sur les différents tronçons du Doubs. Donc ici vous voyez le Doubs-Jon, etc. Puis après vous avez le Doubs à Oye, le Doubs à Doubs, le Doubs à Ville-du-Pont et puis le Doubs au Brenay. Et puis évidemment à Ville-du-Pont, eh bien, on voit que c'est particulier puisque le Doubs s'assèche entièrement. Donc l'effet des étiages, du réchauffement climatique, peut être très important. Et puis selon les scénarios, il est plus ou moins important. Et puis on voit qu'au niveau des Brenets, c'est aussi encore un effet important, puisque évidemment, si le Doubs est perdu en amont du lac, il y a moins d'eau qui arrive dans le lac, donc forcément le lac s'assèche plus vite. Mais c'est moins extrême que là où le Doubs est complètement sec, puisque le Doubs n'est jamais sec à l'entrée du lac. Il y a toujours quand même un débit qui provient de sources qui se trouvent en aval des pertes. Il y a une autre étude actuellement qu'on est en train de terminer, qui est une documentation hydrogéologique de tout ce bassin du Doubs. Alors, le principe, il est assez simple, je vous l'explique brièvement. On va étudier vraiment par où les eaux peuvent s'écouler dans le sous-sol. Donc, si vous imaginez ici, c'est une coupe, un profil, vous avez une couche imperméable ici, typiquement des marnes imperméables, et puis ici des calcaires dessus. On sait que l'eau va circuler dans les calcaires et va être retenue par ces marnes,
Et donc, dans une configuration comme on l'a ici, ben, on aura une source qui va déborder ici de ce côté issue de cette nappe ici et des eaux qui s'infiltrent par là, et une autre nappe de ce côté-là, avec un bassin qui aura sa limite ici sur la crête des Marnes. Et en appliquant ce principe, on peut essayer de deviner, en fait, ou de délimiter tous les bassins d'alimentation des sources karstiques. Et c'est ce qu'on a fait. Pour le faire, eh bien, il faut pouvoir reconstituer toute la géométrie de cette géologie du Jura en 3 dimensions. Donc c'est ce qui a été fait. Donc on a découpé tout le bassin du Doubs en, je crois qu'on a 17 modèles. Et pour chacune de ces zones, on a rassemblé toute l'information géologique existante et on a construit des modèles en 3 dimensions. Je crois que la diapo suivante vous montre un petit peu l'ensemble. Et puis, on a ensuite regardé où étaient les sources connues dans toute cette région. Et puis, on a pu reconstituer toutes les nappes d'eau souterraines de ces zones calcaires. Et avec ça, délimiter tous les bassins. Donc le travail est pratiquement terminé, le rapport devrait sortir dans les 2 prochains mois. Et ça nous permet de nous poser toutes sortes de questions sur les relations qu'il peut y avoir entre différents systèmes, parce que c'est jamais aussi schématique que dans le petit schéma que je vous ai montré. Et parfois, on ne sait pas très bien, hein, la géologie n'est pas non plus toujours très très bien connue, mais ça permet de se poser des questions et peut-être aussi d'aller identifier des zones qui sont moins bien connues que les autres, et puis de peut-être proposer d'aller y refaire des essais de traçage ou d'autres investigations. Et ensuite, c'est très utile pour pouvoir éventuellement trouver de nouvelles ressources et puis savoir où les chercher et quelle est l'importance de la réserve d'eau souterraine qu'on peut voir grâce à ces modèles. Voilà, donc c'est ce qui est expliqué là. Donc c'est utile à la fois pour la gestion des débits d'étiage, éventuellement pour la qualité des eaux, parce qu'on va pouvoir mieux comprendre quelles sont les sources éventuelles de pollution dans les bassins. Et puis, pour la problématique des crues, ça peut aussi être très utile. Maintenant, pour terminer, je vais me concentrer un petit peu sur le lac des Brenets, ou Chaillesson. Et je reviens sur cette image, je vous ai montré tout au début. Donc, ce lac, il est quand même assez particulier. Hein. Donc, c'est un éboulement qui a eu lieu il y a environ 12 000 ans, qui a fait barrage. Et puis, dans un premier temps, le lac était très très long. Hein. Ici, il faisait une vingtaine de kilomètres de long, je crois même un peu plus. Et puis au fil du temps, il s'est rempli de sédiments. Hein. Donc l'essentiel du lac initial est rempli de sédiments. Et ensuite, il y a eu une remarque précédemment sur la dépendance des ressources en eau de la région par rapport au niveau du lac. Alors, il a été dit qu'il n'y avait pas de lien. Je serai un tout petit peu plus nuancé, c'est-à-dire que dans un cas comme ça, si vous allez chercher de l'eau dans les calcaires qui se trouvent ici, eh bien, effectivement, il n'y a pas de lien direct, parce que le lac est plus ou moins séparé des calcaires par ces tas de sédiments, mais il y a quand même un certain lien, parce que le lac, c'est quand même le niveau de base, c'est par là que doivent ressortir toutes les eaux de toute la région, et donc, quand ce niveau de base descend de 20 mètres lors des étiages, ça peut avoir une influence sur les nappes d'eau souterraines, quand même parfois assez loin, latéralement, parce que c'est vraiment la charge hydraulique qui est donnée par le niveau du lac. Mais ça peut prendre un certain temps pour que ça se propage jusqu'au puits de captage. Donc voilà, ça vous avez déjà vu toutes ces questions des différents étiages du lac. Il y a quelques années, on a développé, à la demande de l'Office fédéral de l'environnement,
un indicateur de sécheresse pour les sources karstiques. En fait, pour caractériser une sécheresse, il y a un peu deux solutions. C'est soit on regarde une statistique et puis on dit la sécheresse, c'est quand on est en dessous d'une certaine probabilité d'occurrence. Alors si on va dire, si j'ai une source puis qu'elle est 10% du temps en dessous de 100 litres seconde, on va dire peut-être qu'à 100 litres seconde, on va définir que c'est le débit de sécheresse, ou une condition de sécheresse. Seulement si on fait ça au mois de janvier ou bien au mois d'août, ça ne sera pas le même débit. Donc nous, on a plutôt opté pour un débit absolu, c'est-à-dire qu'on regarde les chroniques annuelles et puis on regarde quels sont les débits minimaux atteints par ces sources. Et puis, ce qu'on voit, c'est que dans nos régions, les débits d'étiage sont pratiquement toujours en été. Et on peut constater qu'il y a une évolution qui est toujours très similaire d'une source à l'autre et d'une année à l'autre, avec des courbes qui ressemblent un petit peu à ça, des courbes exponentielles, qui résultent en fait de la vidange des réservoirs souterrains au fil du temps. Et puis on arrive à caractériser ça. Et puis une des questions ici, c'était de savoir si le Doubs se comportait comme une source, un cours d'eau karstique normal. Donc ici, j'ai pris la source de l'Areuse, où on a pas mal de données. Donc la source de l'Areuse, c'est juste côté suisse, le bassin qui touche le Doubs, qui borde le Doubs entre le Locle et Pontarlier. Donc c'est une condition assez proche. Et puis, ce qu'on voit, c'est que l'année 2018, à l'Areuse, c'était une année parmi les plus sèches. Mais étonnamment, on a trouvé une année, en 1962, qui était encore plus sèche. Et en cherchant un petit peu dans les journaux, dans la littérature, on se rend compte que, en tout cas sur le canton de Neuchâtel, l'année 62 a été plus sèche que toutes les sécheresses qu'on a vues ces dernières années. Alors étonnamment, pour le moment, je n'ai pas trouvé de référence ici sur le Doubs qui confirmait la même observation, que cette année 1962 aurait aussi été très sèche. Donc ça peut être lié à des événements météorologiques comme des orages qui auraient beaucoup plus arrosé la zone franc-comtoise que la zone suisse. Et puis on ne retrouve plus, c'est pas forcément exactement les mêmes années qui sont les plus sèches. Alors ici, c'est une courbe qui est un peu comparable aux courbes qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire que c'est les différentes années où on a essayé de reconstituer le volume de la réserve d'eau souterraine qui restait à la fin de l'étiage. Donc chaque année, la réserve d'eau souterraine s'abaisse, et puis à la première pluie, elle remonte, et on prend le point le plus bas pour savoir jusqu'où c'est descendu. Et ce qu'on voit, c'est que l'année 2018 a atteint, dans le cas précis, une réserve de... Bon, ici c'est un pourcentage, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un pourcentage du débit d'entrée en étiage, donc ici de 70%. On voit que l'année 89 était assez proche, et puis que l'année 62 était effectivement ici plus basse. Donc voilà, donc ça c'est le genre de choses qu'on peut faire. J'ai fait ça sur quelques données du Doubs, et puis on peut constater que c'est quand même assez similaire, même si d'une année à l'autre il peut y avoir des différences. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a une légère tendance, mais c'est pas si évident que ça. Et puis finalement, pour le moment, c'est pas si facile que ça de dire que statistiquement, les 5 ou 6 dernières années sont vraiment beaucoup plus sèches que ce qu'on a eu précédemment. Je pense que c'était aussi un des éléments qui a été mentionné dans les exposés précédents, c'est qu'en fait, on a une période entre les années 80 et 2000
où on constate qu'il y a eu moins de sécheresse que précédemment et que maintenant. Et alors, pour quelles raisons? On pourrait discuter ça avec M. Joly, mais c'est ce qu'on observe. Et ce qui fait aussi que, du coup, statistiquement, quand vous avez juste 5 années ou 7 années, vous n'arrivez pas à être sûr que c'est déjà la tendance. Par contre, tous les modèles climatiques, toutes les augmentations de température confirment que c'est bien vers ça qu'on va. Mais par contre, vous dire exactement à quel rythme on aura des sécheresses du lac des Brenets dans 10 ans, respectivement dans 50 ans, ça c'est quand même encore difficile à quantifier. Alors si on vient maintenant au lac des Brenets spécifiquement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est reparti de l'étude faite par Vincent Bichet dans sa thèse il y a quelques années, et qui avait établi en fait une sorte de vision schématique de ce lac. Hein. C'est pratiquement comme une baignoire. Donc il y a des pertes au fond, et puis il y a un trop-plein pour éviter que ça déborde, c'est le saut du Doubs, et puis il y a des apports. Et puis il y a un apport qui est le Doubs, mais il y a aussi un apport qui sont les sources qui se trouvent directement dans le lac. Puis après, on a de l'eau qui tombe directement dans le lac par les pluies, il y a aussi de l'eau qui s'évapore sur le lac. Et puis, on va essayer de quantifier tous les éléments de ce bilan, ce qui n'est pas très facile, parce qu'il y a des éléments qu'on ne connaît pas. Il y en a un premier qui est que le débit des sources qui arrivent directement dans le lac, c'est quelque chose qui est difficile à déterminer. Et puis, l'autre chose, c'est que le débit des pertes, finalement, qu'on cherche à évaluer, eh ben, c'est pas très facile à déterminer, en particulier si on ne sait pas si c'est une seule perte ou plusieurs pertes. Vincent Bichet le disait déjà comme ça dans sa thèse, et nos premières observations et calculs nous tendent à faire penser qu'il y a plusieurs pertes. Donc il y a probablement des pertes assez directes et localisées à quelques endroits au fond du lac, mais il y a aussi probablement des pertes plus diffuses quelque part le long du barrage, qui est un barrage naturel. Donc ça, c'est ce qu'on essaye maintenant de caractériser, c'est finalement de donner une valeur à chacune de ces flèches. Et puis il y a un élément qui est absolument important, je pense que ça a été mentionné dans les questions, c'est que le volume d'eau que le lac perd par tranche de hauteur, disons par tranche de 10 cm, eh ben, il dépend directement de la surface du lac. Et donc, au début, le lac est grand, quand vous perdez 10 cm, vous avez perdu beaucoup de mètres cubes, puis quand le lac devient plus petit, vous en avez perdu moins. Donc, en fait, en soi, il n'y a pas de raison que la vitesse de descente soit constante, parce que le volume d'eau qu'on perd, il change, et puis il n'a même pas de raison de changer de façon très constante. Et puis, un autre élément, c'est que la pression de l'eau sur les pertes, elle diminue au fil du temps que le lac se vide. Donc on ne peut pas forcément prédire la vitesse de descente, ça mérite d'être mesuré, calculé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des bathymétries du lac pour pouvoir définir par tranche de 10 cm quel est le volume d'eau du lac dans chaque tranche de 10 cm. Donc ça, c'est en cours. On a une bathymétrie assez complète, mais il nous manque encore la partie la plus aval du lac. Et puis c'est quelque chose qu'on espère pouvoir faire dans le courant de cette année. Ça, c'est les volumes précisément. Donc c'est une fois le volume cumulé, une fois le volume par tranche. Donc vous voyez que ce volume, vous avez les côtes ici du lac. Donc quand le lac est haut, à 746 mètres, une tranche, ça vaut 470 mètres cubes, 70 000 mètres cubes. Et puis quand le lac est bas, ça en vaut plus que 160. Donc voilà le type de bathymétrie qu'on aimerait avoir. Donc pour le moment, on n'a qu'une partie qui a été faite à haute résolution. Et puis
avec du sonar, on espère arriver à faire le reste. Donc l'idée, c'est d'avoir, il faudrait une résolution de l'ordre de 5 cm pour arriver à faire ces calculs de volume de façon assez précise. Ce qui a aussi été fait, c'est d'estimer les débits et les caractéristiques de l'eau. On l'a fait l'été passé. Donc ici, sans entrer dans les détails, vous voyez qu'on a mesuré ici 330 litres par seconde qui entraient dans le lac, ici. Cette source de l'Arvou qui sort directement dans le lac, elle avait un débit qu'hélas on n'a pas pu mesurer parce que c'était inaccessible. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez essayé d'aller vous promener sur ce lac, puis vous avez bien vu que plus on s'approche du Doubs, plus on s'enfonce. Et donc on n'a pas réussi à vraiment s'approcher suffisamment pour pouvoir mesurer, mais on a pu estimer, parce qu'on a quand même un peu l'habitude d'estimer ces débits, donc avec un débit qui est du même ordre de grandeur. Donc cette source, c'est vraiment important, hein. C'est pas juste un petit pipi qui arrive, c'est un débit qui est du même ordre d'idée que le débit du Doubs qu'on voit à l'entrée du lac. Et puis ce jour-là, eh bien, il y a un débit qui a été mesuré ici en aval du lac à 325 litres seconde, plus d'autres sources qui se trouvaient en aval mais qui n'étaient plus trop mesurables. Et on a estimé qu'il y avait un débit total de l'ordre de 900 mètres cubes seconde, hein, en fait 200 plus 700 ici. Et donc, je crois même que c'était plus que ça, mais voilà. Mais donc, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a plus d'eau qui sort du lac que d'eau qui rentre dans le lac. Puis ça, c'est normal puisque le lac se vide. Donc la différence, c'est précisément le volume d'eau qu'on perd dans le lac chaque jour ou chaque seconde, peu importe. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire le bilan. Donc, là, ce qui va être fait, c'est qu'on va, en fait, avec l'épage au Doubs, eux vont installer maintenant une station de mesure en continu du débit ici, dans la région juste en amont du lac. Ça va être fait en principe dans les prochains mois. Et puis, on va essayer de mieux mesurer, estimer le débit de la source de l'Arvou pour avoir une meilleure connaissance de ces débits d'entrée. Et puis ces débits de sortie, a priori, sont relativement bien mesurés par l'Office fédéral de l'environnement qui est responsable de cette station de mesure dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Et puis comme ça, on aura de quoi faire un modèle assez précis de ce lac, ceci pour différentes conditions. On a encore un petit peu regardé les vitesses de descente, donc c'est quelque chose dont on a aussi déjà un peu parlé. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait ces vitesses de descente, comme vous l'avez vu, comme le niveau descend mais de temps en temps il remonte, et ben, vous avez un peu plusieurs manières de l'estimer, hein, parce que vous pouvez vous dire, ben, j'enlève les périodes où ça remonte, mais comment je les relie, parce que c'est en fait un événement qui ne nous arrange pas. Donc on a fait différentes estimations et ce qu'on a vu c'est que a priori, alors là on pourra discuter avec Vincent parce que c'est un peu contraire à ce qu'il a dit avant, nous dans notre analyse on arrivait à des vitesses qui étaient tout à fait similaires à celles de 1906, donc il n'y aurait pas eu de changement notable de la vitesse de descente du lac. Mais voilà, on pourra discuter. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il semblait que la vitesse semble avoir été ralentie, en particulier pour l'année 2003. Hein, vous savez tous que c'était une année très sèche et le lac ne s'est pas asséché. Et si on regarde les vitesses de descente, effectivement, il semble que ça descendait moins vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu effectivement des travaux de colmatage des pertes dans le lac en 2001. Et il est probable qu'en 2003, ces colmatages avaient de l'effet et ont empêché la vidange rapide du lac. Et donc, le lac est resté plus haut que ce qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu ces colmatages. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2015, la vitesse semble avoir retrouvé le niveau qu'elle avait précédemment. Et donc, est-ce que c'est d'autres pertes qui se sont agrandies? Est-ce que c'est celle-là qui s'est un peu réouverte?
Ça, pour le moment, on n'a pas d'éléments pour le savoir. Voilà, donc on a fait sur la base des études actuelles, mais il y en a qui doivent être poursuivies. Donc, on a fait quelques recommandations. Pour le moment, c'est qu'il faut vraiment arriver à avoir des meilleures mesures du débit qui rentre dans le lac et en particulier du débit de cette source de l'Arvoux pour pouvoir faire un modèle du lac et puis ensuite analyser les données passées et présentes en ayant cette connaissance, parce qu'on pourra recaler les anciennes données si au moins une fois on a des valeurs un petit peu fiables sur ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc ça j'ai dit, mesurer le débit, faire une bathymétrie, mesurer le débit de l'Arvoux, et puis ce modèle nous permettra de faire une rétrospective. Ça a été mentionné que le niveau du lac est mesuré depuis 1800, je ne sais plus, 70 ou 80, par l'Office fédéral de l'environnement, donc côté suisse. Mais par contre, avant 1952, ces données ne sont pas digitalisées. Et donc elles sont un peu, on peut aller piquer des points, mais on ne peut pas vraiment travailler avec. Et là, on est en discussion avec l'Office fédéral pour tout digitaliser, pour avoir accès à une chronique aussi complète que possible sur toute la durée. Voilà. Et puis après, il pourrait être intéressant, ça a aussi été mentionné, de peut-être faire quelques analyses du remplissage du lac. Alors, il y a déjà eu quelques études à l'époque, mais ça serait assez intéressant de voir si on arrive à aller lire, par exemple, l'histoire des sécheresses, respectivement des pollutions, dans les différents sédiments qui s'accumulent au fond du lac. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là et je réponds volontiers à vos questions. Il marche. Donc, est-ce qu'il y a des questions à Pierre-Yves Jamin? Voilà, Yvan. Je vous remercie M. Gendin pour cet exposé. Vous avez parlé de la baisse du Doubs en 1906 qui était de 18 cm/jour, c'est exact, puisqu'on a retrouvé dans les archives écrites que 1893-1906, eh bien, le lac baissait de 18 cm/jour. C'est ce qu'on a constaté en 2018 également, où là le lac baisse 18 cm/jour. Donc il n'y a pas eu d'évolution au niveau de la perte. Alors oui, c'est juste. Maintenant, si vous voulez, si on veut commenter le chiffre, en fait, pour le moment, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est pourquoi la baisse est régulière. En fait, il n'y a aucune raison que cette baisse soit régulière, qu'elle soit de 18 cm/jour sur toute la hauteur. C'est plutôt inhabituel, mais ça, c'est comme ça. D'autres questions? Commence à fatiguer, hein? Ah, Nicolas. Bonjour, merci de la présentation. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur le colmatage de brèches. D'après vous, est-ce que c'est efficient, efficace, perspicace? Alors, faut déjà savoir de quelle brèche on parle. Donc, le niveau du lac, il dépend vraiment des pertes à l'amont et des pertes dans le lac. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'amont, on perd plusieurs mètres cubes par seconde. Dans le lac, on perd plusieurs centaines de litres par seconde. Donc, ça sera déjà un des premiers éléments d'une question vraiment à se poser si on veut intervenir, ce qui peut déjà en soi être discutable qu'est d'ordre politique, voilà. Mais si on veut intervenir, est-ce qu'il est plus logique d'intervenir à l'amont, où finalement l'enjeu principal est en mètres cubes secondes,
ou bien dans le lac, où l'enjeu est en centaines de litres secondes. Là, je n'ai pas encore d'éléments de réponse clairs, et ce modèle devrait nous permettre déjà de mieux évaluer à quel moment se perd combien de part et d'autre, et puis où il pourrait être intéressant d'agir. Ça, c'est un élément. Maintenant, pour agir, eh bien, c'est pas facile parce qu'on n'a pas une vision précise de où sont les pertes. Dans le lit du Doubs, en amont du lac, il y a déjà eu différentes tentatives qui semblent fonctionner, mais jamais très longtemps. Ben voilà, il faut être clair, on lutte contre un phénomène naturel et plus ou moins inéluctable, donc il est assez peu probable qu'on arrive à trouver des solutions qui soient très durables. Quand je dis très durables, je suis un géologue, hein, donc je parle en siècles. Mais c'est possible qu'on trouve des solutions qui puissent durer quelques décennies, 20 ans, peut-être 30 ans. Ça, c'est une chose. Et puis, dans le lac, la difficulté est qu'il y a probablement plusieurs pertes. Donc, ce qu'il faudra évaluer, en particulier avec le modèle, c'est qu'est-ce qui se passe si on arrive à reboucher que 20% ou 30% des pertes. Est-ce que ça va suffire? Et puis, est-ce qu'on arrive à les localiser et à être efficace dessus? Maintenant, très pratiquement, il y a différents scénarios qui ont été proposés. Pour le moment, on les a, en tout cas dans le groupe des personnes que je connais, on ne les a pas encore vraiment évalués en termes de faisabilité. Ça sera plutôt fait au moment où on aura pu décider est-ce qu'il est légitime d'intervenir, si oui, où, et dans quelle proportion. Puis à ce moment-là, les différentes méthodes proposées pourront être vraiment mieux évaluées. C'est ce que je peux répondre à ce stade. Pas d'autres questions? Donc on va faire... Si, un monsieur là. Ah ben c'est Claude. Attends, ça sert à rien, t'entends pas. Merci. Sur l'Arvoux, on pourrait peut-être essayer de quantifier le débit quand il est à sec, quand le Doubs est à sec, ou presque. Mais le Doubs n'est pas toujours à sec, bien heureusement. Et là, ça sera peut-être plus compliqué à mesurer cette source, parce qu'elle peut être influencée par les infiltrations qui viennent de part et d'autre, et parfois être beaucoup plus importante en période de grandes eaux qu'en période de sec. Alors oui, donc la mesure du débit de l'Arvoux, c'est quelque chose, c'est un thème en soi. Avoir des mesures précises, on peut pratiquement être sûr que ça sera impossible. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est quand même avant tout les débits de basse eau. Donc, effectivement, on peut essayer d'aller mesurer le débit en basse eau, mais c'est quand même une opération un peu délicate parce qu'on doit vraiment accéder au cours du Doubs pour typiquement mesurer le débit qu'il y a en amont de la source, respectivement en aval de la source, puis par différence, on saura quel est le débit de la source. Donc ça doit se faire en canoë ou quelque chose comme ça. Et puis pour les débits plus élevés, on pourra seulement faire d'une part des analogies avec d'autres sources, peut-être un peu nuancées avec un peu d'hydraulique, effectivement, parce que si vous faites monter le lac en aval d'un système, forcément vous changez les différences de charge hydraulique, et puis ça a une influence sur les débits. Mais je pense que ça ne sera pas la question la plus importante pour la problématique qui nous occupe là. Une question par la dame au milieu. Est-ce qu'il est prévu aussi de mesurer les conséquences négatives du bouchage des fuites, puisque ça aura forcément des conséquences au niveau environnemental? Alors, je pense que c'est une bonne question, c'est-à-dire que là, on en est dans une phase d'étude pour déjà savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on cherche à boucher des pertes qui représentent plutôt des dizaines, des centaines de litres secondes ou des mètres cubes secondes? On semble s'acheminer vers des centaines de litres secondes.
Ensuite, ça sera une décision politique de savoir si c'est légitime d'intervenir, entre guillemets, contre la nature. Donc ça, c'est plus tellement une question auquel les scientifiques doivent répondre, mais c'est plutôt la politique. Et puis si la décision est prise, il y aura, à mon avis, forcément une nécessité d'une étude d'impact. Donc où les différents intérêts seront sous-pesés pour définir si oui, vraiment, c'est faisable. Donc ça, c'est quand même pas pour tout de suite. Eh bien, je crois qu'on peut encore applaudir Pierre-Yves Janin pour son intervention.